C'est un plaisir de vous rejoindre et d'organiser avec Univermer cette formation sur les produits de TUI sur les USA. Là, je vais vous parler de nos dernières nouveautés, de la brochure Circuit TUI qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Et bien sûr, je suis en train de me battre avec mon ordinateur. Voilà, tout fonctionne. Donc tout d'abord, une bonne nouvelle. Pour tous les clients qui nous écoutent, une promotion spéciale est en place auprès de votre agence de voyage jusqu'au 27 février pour certains itinéraires. Donc n'hésitez pas, à l'issue de cette présentation, formation, à consulter votre agence de voyage. Et sinon, tous les avantages de TUI en général s'appliquent. Donc tous les départs de circuits accompagnés sont garantis, sans supplément, bien évidemment. Tous les autotours disposent d'un roadbook, un carnet de voyage personnalisé, jour par jour, qui vous explique comment profiter au mieux de votre itinéraire. Et si vous voyagez en tribu, en groupe de copains, en grande famille, etc., à partir de 6, il y a des réductions qui sont très intéressantes. Alors, on va parler des produits, parce que moi, je suis dans les produits. Ça fait 20 ans que je suis chef de produit sur les États-Unis dans différentes maisons. Pendant 10 ans, j'ai été responsable de la formation pour l'Office du tourisme des États-Unis et je donne aussi des cours de tourisme à la fac de Lille. Donc, mon côté timide est un peu en retrait et je suis très très content de partager ce moment avec vous. Alors tout d'abord, les circuits accompagnés, entre TUI et Nouvelle Frontière, on doit avoir une grosse vingtaine de circuits sur les USA, tous plus beaux les uns que les autres, bien sûr, et je vais vous faire une petite sélection des nouveautés qui sont aussi mes chouchous. Et on parlera également des autotours, c'est un mode de voyage qui est très facile et qui est très très populaire aux États-Unis. Alors tout d'abord, un prix pétard, c'est le prix d'appel du nouveau circuit tout petit prix qu'on a fait cette année. On s'est dit que on avait une demande pour des circuits pas très chers, rapides, histoire de faire un premier aperçu des USA, quitte à y retourner quelques années plus tard, soit dans une autre région, soit dans des régions plus pour une découverte plus complète. Donc là, on a fait un tout petit prix, et alors, on est entre nous, on se dit la vérité, les hôtels sont clairement excentrés. On va pas être en centre-ville de San Francisco, on va être en banlieue, accessible par le métro, mais en banlieue quand même. On va visiter le même nombre de parcs que dans un circuit habituel, il y aura 5 parcs nationaux. On va voyager avec une compagnie low cost, mais très sérieuse, Norwegian. Moi, je l'ai prise 2 fois en 2018, une fois sur Denver et une fois sur San Francisco, et ça s'est très bien passé, des avions tout neufs, vraiment agréables. Et les optionnels sont ni plus ni moins que classiques. Il n'y en a pas plus que d'habitude. Donc, on n'a pas fait un circuit bradé en le dépouillant de tout ce qu'il y avait d'intéressant à l'intérieur, bien au contraire. Et je vais vous le montrer en images. Bon, tout d'abord, on va partir avec Norwegian, comme je vous le disais. C'est une compagnie qui a un vol direct de San Francisco, de Paris vers San Francisco. Et c'est pas l'aéroport de San Francisco international, ça va être l'aéroport de Auckland. On a Charles de Gaulle et Orly, ils ont San Francisco International et Auckland. Auckland est un peu plus près du centre-ville, donc ça va nous arranger pour les visites parce que notre hôtel est en banlieue, mais pas très loin de l'aéroport de Auckland. Et c'est une compagnie officiellement low cost, mais comme, comme nous avons fait une réservation groupe, bien sûr, il n'y a pas de supplément ni pour les valises, ni pour les repas. C'est un circuit en pension complète, donc les repas sont inclus. Et bien sûr, les tours de ville à San Francisco, à Los Angeles sont inclus, la visite de 5 parcs nationaux est inclus. Donc on n'a vraiment pas de problème avec un circuit qui serait trop vide. Donc on va vraiment faire un beau tour de San Francisco. On va aller faire les merveilleuses photos du pont du Golden Gate, on va aller traîner dans le quartier hippie, on va voir le Fisherman Wharf, on verra tout les maisons victoriennes qui sont dans le centre-ville de San Francisco. On regardera le trolley, on aura un petit peu de temps pour ceux qui le souhaitent d'essayer ce moyen de transport bondé mais assez rigolo, avant de partir vers l'intérieur des terres et on va aller visiter le parc national de Sequoia. Le parc national de Sequoia, c'est un de mes endroits préférés dans l'Ouest américain, mais vous allez voir que j'en ai beaucoup, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup moins de monde que dans d'autres parcs plus populaires comme Yosemite, etc. Et alors là, on va vraiment avoir une expérience de la nature gigantesque. On va pouvoir voir ces arbres qui mesurent plus de 80 mètres, certains arrivent presque aux 100 mètres. Ce sont les trucs les trucs vivants les plus gros du monde. Et imaginez un arbre qui fasse la longueur de 3 ou 4 autobus, c'est absolument fantastique.
On va ensuite aller voir un autre parc national au pied de la chaîne des montagnes de la Sierra Nevada. On va voir le parc de la Vallée de la Mort. C'est un endroit assez étonnant où dans le même parc, il y a les montagnes les plus hautes de Californie qui culminent à plus de 3500 mètres et dans le même temps, le point le plus bas d'Amérique, 80 mètres. Donc c'est assez étonnant et on a des différences très importante dans cette région, ce qui explique aussi que pour des raisons de confort, quand la température en été, en juillet-août, va être beaucoup trop forte pour être cool, au lieu de la mort, on ira faire un tour dans les environs, dans le petit village de Baker, où il y a le plus haut thermomètre du monde. On est aux USA, il y a toujours quelque chose qui est le plus grand, le plus énorme, le plus somptueux, le plus quelque chose du monde, où on ira Pico, on pourra centre commercial à prix réduit. Donc il y a vraiment beaucoup d'options si vraiment la température devenait trop importante parce que on veut pas prendre de risques avec la santé de nos passagers. On ira bien sûr à Las Vegas. Alors Las Vegas, c'est une étape très importante, très amusante aussi, parce que tous ces hôtels à thème avec des particularités architecturales complètement délirantes sont très amusants à voir. Et en plus d'être la capitale des néons, la capitale du jeu au casino, il y a de très nombreux spectacles. Il y a vraiment de quoi s'occuper très longtemps. Et en général, c'est une nuit où on dort pas beaucoup. Mais ça tombe bien parce que le lendemain, on a 3 heures de route avant d'arriver au merveilleux parc de Bryce Canyon. Le parc de Bryce Canyon, c'est une longue succession de collines et d'un côté, c'est vraiment très érodé. Il y a d'immenses amphithéâtres qui comprennent des dizaines de milliers de tourelles de pierre dans toutes les couleurs. Il y a beaucoup d'orange, de blanc, il y a du vert, du violet, du rose. Et c'est absolument superbe. Et selon l'heure du jour, du coucher de soleil, ou au lever du soleil ou au coucher du soleil, il y a des couleurs absolument différentes et fantastiques. C'est un parc qui, même en hiver, sous 1 mètre de neige, est absolument superbe. Et de la neige, il peut y en avoir jusqu'à mi-avril sans aucun problème. Ce qui n'est pas du tout un souci pour nos voyageurs, puisque les routes sont admirablement dégagées et qu'après la pire des tempêtes, 3 heures plus tard, c'est tout déblayé, donc on n'est jamais retardé et c'est un paysage absolument merveilleux dans tous les cas. On va redescendre en altitude et on va aller du côté du lac Powell. Le lac Powell a été créé par un immense barrage qui a inondé 95 canyons et on se retrouve avec presque 500 km de plage avec des différentes marinas où il y a des pénichettes, on peut louer des kayaks, on peut faire des survols en avion, en hélicoptère et c'est assez incroyable de voir cette eau bleue transparente absolument superbe dans un paysage rouge ocre terriblement sec. C'est intéressant et le petit musée qui est à côté du barrage raconte l'histoire justement de cette œuvre titanesque. Et de là, on va aller, donc on est dans la ville de Page et c'est là qu'on dormira. On va ensuite aller au fin fond de la réserve des Indiens Navarro à Monument Valley où on pourra faire des photos somptueuses depuis le Visitor Center, le centre d'accueil, où il y a tout ce qu'il faut, des petits restaurants, des boutiques, tout ce qu'on veut. Et on pourra, si on le souhaite, faire une visite en véhicule tout-terrain guidé par un Indien Navarro qui va nous emmener dans des parties de la réserve qui sont habituellement fermées au public. Donc c'est plutôt une bonne expérience. Et ces paysages, vous les avez vus 10 000 fois depuis les westerns de John Wayne jusqu'à plus récemment Transformers, Retour vers le futur numéro 3 et bien d'autres publicités. De là, on va revenir vers l'ouest et on est à 2h30, 3 heures de route du Grand Canyon du Colorado. Donc tout au fond coule une rivière, oui c'est le Colorado. Et il a creusé pendant très longtemps puisqu'il a réussi à faire de la dentelle de pierre sur 450 km de long, 22 km de large et presque 2 km de profondeur. Donc c'est absolument titanesque. La meilleure façon de le visiter, c'est en supplément de prendre un survol en hélicoptère qui dure une petite demi-heure et c'est un des plus merveilleux baptêmes d'hélicoptère que l'on peut imaginer. Mais du bord, on a quand même une vue absolument superbe, panoramique, et le bus et le guide qui nous accompagne vont faire plusieurs arrêts le long du versant sud pour que l'on puisse prendre des photos dans tous les sens.
Et surtout, n'oubliez pas les cartes mémoire pour les appareils photo, parce que vraiment, passer une demi-journée à Grand Canyon et s'en sortir avec moins de 350 photos, c'est un exploit qui me reste encore à réaliser, mais pour le moment, j'ai pas réussi. Je tourne plutôt autour des 1000 photos. Et je suis un fou furieux. Et après Grand Canyon, on va revenir vers Loslin, à la frontière du Nevada et de la Californie, avant d'arriver le lendemain à Los Angeles. Et à Los Angeles, bien sûr, on va faire le tour de ville. On ira faire un tour à Hollywood. On verra les trottoirs incrustés des étoiles des stars. On va voir le Chinese Theater. C'est là où se déroulaient les Oscars au tout début des Oscars. Et c'est dans la cour de ce cinéma, théâtre, salle de spectacle que sont les empreintes des stars, des mains et des pieds dans le béton. On ira bien sûr du côté de Beverly Hills, on ira voir Rodeo Drive et ses magasins de luxe, avant de finir à Santa Monica, sur le quai, où il y a une grande roue qui marque la fin de la route 66. Donc un programme rapide, en 8 nuits, 10 jours 8 nuits, depuis la France, avec un prix d'appel très très intéressant, donc je vous invite à le découvrir dans la brochure Circuit TV. Là, on est très loin des autobus. C'est pour les clients qui veulent, à l'opposé du circuit de la première fois que l'on vient de découvrir, on a des circuits en tout petit véhicule. Vous avez sous les yeux un Sprinter Mercedes qui a moins de 3 ans. Et c'est un véhicule de 18 places et on va limiter volontairement le nombre de passagers à 12 pour avoir une grande succession de dates de départ, tout en départ garanti, avec un chauffeur guide francophone, donc la seule langue qui sera parlée à bord sera le français, et maximum 12 personnes, donc on est vraiment à l'opposé des grands bus traditionnels de 52 passagers. Donc un minibus vraiment confortable pour un voyage qui fait à peu près le même itinéraire que le voyage précédent. Au lieu de le faire en 8 nuits, on le fait en 13 nuits. Ça vous donne une idée du confort que l'on va avoir, avec moins de temps de route entre les étapes, parce que les étapes seront plus proches les unes des autres. Et également en pension complète, donc une fois de plus, le budget sera connu avant le départ et il n'y aura pas de mauvaises surprises sur place. Tous ces départs garantis avec ce niveau de confort. Le confort est dans le minibus et dans la flexibilité du minibus. Les hôtels sont des 3 étoiles, mais clairement pas des 4 étoiles, donc il faut juste se dire la vérité et les choses seront bien claires. Un programme qui est présent et dans les brochures Circuit TUI et dans la brochure Nouvelles Frontières, qui sont toutes les deux dans le groupe TUI. Et ce voyage l'Ouest en minibus permet donc de partir de Los Angeles, de faire le circuit à l'envers que celui qu'on vient de faire en fait. On ira à Grand Canyon, on ira voir des empreintes de dinosaures à Tuba City, on ira voir les tours des westerns à Monument Valley, le barrage du Lake Powell à Page, Bryce Canyon. On va faire un tour Zion, c'est une très belle vallée avec des murailles absolument incroyables, des falaises rouges de près de 600 mètres de hauteur avant de revenir à Las Vegas. On ira à la vallée de la mort et de là on ira à Mammoth Lakes qui est à l'entrée nord du parc de Yosemite, sauf en hiver, c'est-à-dire on va dire jusqu'au mois de mai-juin, au lieu de passer par Mammoth qui peut être bloqué par la neige, on passera par le centre de la Californie, par la vallée agricole, à travers les champs de pistaches, de fraises, de pastèques et tout ce qu'on veut. Dans tous les cas, on visitera le parc de Yosemite avant de revenir vers Carmel et Monterey, sur la côte de la Californie, avant de revenir à San Francisco, où on dormira en centre-ville, bien sûr. Donc un programme que je vous mets en image, mais en résumé parce qu'on vient de le raconter. À San Francisco, je vous ai mis la porte du quartier chinois, les petites maisonnettes, les chaumières absolument chic pour les rich and famous Carmel et Monterey. À Carmel, le maire, il y a une dizaine d'années, était Clint Eastwood. Et il y a beaucoup de domaines, c'est même plus des charmantes chaumières, ce sont vraiment des domaines absolument superbes. Il y a beaucoup de galeries d'art et c'est un coin très très tranquille avec une superbe plage. La vallée de Yosemite sur la deuxième ligne présente des cascades jusqu'à l'arrivée de l'été où la sécheresse met les cascades un petit peu à mal, mais la forêt de sapins et les falaises de granit sont absolument superbes.
Ensuite, on a les étendues arides de la vallée de la mort. Donc, le bas de la vallée de la mort, quand on est à moins 80 mètres, il y a des gisements de borax, une substance qui servait à faire des savons ou de l'engrais, qui était exploitée à l'époque avec des chariots traînés par 96 mules. Et ensuite, on arrive à Las Vegas et ses hôtels délirants. On traversera le parc de Zion. C'est un parc absolument superbe, donc. Et pour s'intégrer mieux au paysage, la route a été mise en ocre orange au lieu d'avoir la route noire en bitume comme d'habitude. On repassera bien sûr par Bryce Canyon, la vallée, Monument Valley, le Grand Canyon, avant d'arriver à Hollywood. Et il y aura bien sûr le tour de ville de Hollywood. Donc un circuit, encore une fois, dont la particularité n'est pas spécialement l'itinéraire, il est somme toute classique, même si le rythme en 13 nuits est très confortable, mais c'est vraiment le minibus limité à 12 passagers qui va faire une énorme différence. Alors là, je vous mets une photo, c'est une photo assez inhabituelle. Si on n'a pas trop d'indices, c'est difficile de trouver où c'est. Il s'agit d'un des geysers, une des sources chaudes du parc de Yellowstone à l'extrême nord du pays. Et c'est juste pour mettre l'accent sur un nouveau circuit Yellowstone et les parcs qui comprend les circuits classiques de l'Ouest américain et qui monte en 2 jours jusqu'à Yellowstone. Et en rouge, c'est la différence d'un autre circuit que nous avons déjà depuis quelques années dans la brochure, le Totalement à l'Ouest, qui est un peu plus complet puisqu'il va également au Mont Rushmore, à Cheyenne et à Denver. Donc c'est un programme qui permet d'allier et les parcs classiques de l'Ouest américain, et aussi le Nord, qui est souvent omis parce que trop loin, trop compliqué d'accès, avec une saison un petit peu trop courte. Vous remarquerez que les dates de ces voyages sont concentrées à partir de fin mai, parce que ça devient vraiment compliqué avant à cause de la neige. Une autre question quiz qui va introduire mon coup de cœur de l'année, le circuit Canyon de l'Ouest, une nouveauté. Et là, on va se retrouver au cœur du Nouveau-Mexique, dans une réserve indienne, dans le village de Taos. Et ce petit village indien est une réserve à l'extérieur de la ville. Et il est habité sans interruption par les Indiens depuis le Xe siècle. Et c'est assez amusant de voir qu'il n'y a pas une antenne de télé qui dépasse, tout est conservé, c'est vraiment absolument superbe. Donc un programme qui commence à Denver, qui traverse les montagnes rocheuses et les stations de ski olympique de Vail, Aspen, avant d'arriver du côté de Grand Junction. Ensuite, on va sortir du Colorado pour aller dans l'Utah, que l'on quittera après Grand Canyon, pour rentrer dans la partie jaune qui est le Nouveau-Mexique avant de revenir vers le Colorado. Et ça, c'est vraiment idéal, soit pour un premier voyage pour les gens qui n'aiment pas trop les villes ou qui sont un petit peu anxieux avec les villes, ou pour un deuxième voyage pour quelqu'un qui a déjà fait un circuit classique de l'Ouest américain. En doublon, on va faire Bryce Canyon, Lac Powell, Monument Valley et Grand Canyon, ce qui ne pose absolument aucun problème. Ce sont les endroits les plus panoramiques, donc c'est avec plaisir qu'on refait ces étapes. Mais par contre, on va voir 11 étapes supplémentaires, 11 parcs nationaux ou des endroits absolument inconnus qui sont tous plus panoramiques les uns que les autres. Et ça va être un immense plaisir pour moi de vous accompagner sur ce voyage. Alors tout d'abord, une fois qu'on sera parti de Denver, une ville qui est à 1600 mètres d'altitude, on va passer par un col pour traverser la chaîne des montagnes rocheuses. Et on va arriver à la frontière de l'Utah, mais encore du côté du Colorado, au Colorado National Monument, qui est un mini Grand Canyon avec une boucle panoramique absolument superbe. Et il y a des dizaines de canyons qui sont remplis de bouquetins, de mouflons. Il y a des villages indiens qui sont cachés dans des infractuosités des roches, des maisons abandonnées, troglodytes bien sûr, et c'est vraiment très très beau de voir cet endroit. On est à peu près à 2000 mètres d'altitude, et tout au fond, une dizaine de kilomètres, c'est la ville de Grand Junction, où il y a une chocolaterie, je vous raconte que ça. Sur le chemin de Capitol Reef, on va s'arrêter à Goblin Valley. Alors Goblin Valley, si on connaît pas, on n'est pas prêt de trouver parce que c'est même pas sur les GPS. C'est un mini Bryce Canyon dont les tourelles de pierre n'ont jamais poussé. C'est le fond d'un lac asséché et les excroissances pétrifiées ont servi au robot Mars Explorer. Avant d'être embarqué sur Mars, il a passé un mois ici à faire des tests pour vérifier qu'il était vraiment tout terrain. Et c'est vrai
vraiment un endroit assez amusant. On y passe une petite heure histoire de faire des photos, se dégourdir les jambes, mais c'est assez amusant. Dans cet endroit qui est vraiment au bout du monde, il y a aussi un troupeau d'antilopes qui habitent là, donc on voit souvent une quinzaine d'antilopes qui se promènent tranquillement et qui sont pas copines, elles viennent pas manger dans la main, mais on les voit vraiment d'assez près. On arrive aux dunes pétrifiées de Capitol Reef, c'est une grande succession de dunes, et on va traverser un des plus beaux parcs de pierre de l'Ouest américain, le parc de Grand Staircase. C'est une succession de plateaux rocheux qui sont absolument superbes, et on va changer d'altitude en passant par des routes de crête, et c'est tellement panoramique qu'à un moment on a l'impression de faire un survol en avion ou en hélicoptère alors qu'on est bien tranquillement dans la sécurité de son bus. Et on va rejoindre Bryce Canyon. Donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure de Bryce Canyon, du lac Powell, de Monument Valley, de Grand Canyon. Donc je vais reprendre après. Et du côté de Winslow, on va partir de Grand Canyon vers l'est, vers le Nouveau-Mexique, et à Winslow, dans le village de Holbrook, on va s'arrêter sur la route 66, qui est maintenant recouverte par l'autoroute 40, et on va voir au nord de la route 66 le désert peint, donc c'est les collines, les espèces de monticules de pierres érodées de toutes les couleurs, et c'est vraiment incroyable. Sur plus de 600 km², on a toutes les couleurs du monde. C'est absolument fantastique à voir. Et là, on est à peu près à 2 heures de Flagstaff, à 2 heures et demie de Grand Canyon. Et juste au sud de la route, on arrive à une époque géologique moderne où des forêts de cèdres qui ont été enterrés, engloutis il y a des dizaines de millions d'années, arrivent maintenant à la surface, et toute la silicose des arbres a été remplacée par de l'agate. Alors l'agate, c'est très pratique, on fait des jolies boucles d'oreilles. Bon, celles-là, elles font 10 tonnes, c'est pas très pratique, mais on peut acheter à l'extérieur du parc des petits morceaux de bois pétrifié avec un certificat d'authenticité et d'origine, ce qui permet de prouver qu'on l'a pas volé dans le parc, parce que les Américains protègent leur parc comme des fous furieux. D'abord ils tirent et après ils discutent, moyennant quoi il n'y a aucune dégradation. Mais on peut absolument acheter des petits morceaux de bois pétrifié pour une quinzaine de dollars, et c'est très très joli, et on peut les avoir coupés en tranches pour faire des sous-verts absolument charmants. Donc ces bois pétrifiés on a des dizaines et des centaines de troncs absolument fantastiques, et c'est extraordinaire de penser que pendant des millions d'années, ces arbres ont été au fond d'océan, recouverts de sédiments, et arrivent maintenant par le jeu des plaques tectoniques à la surface de la croûte terrestre. On va continuer vers le Nouveau-Mexique et on va s'arrêter à une plaine de lave. Il y a toute la région est très volcanique, et on va s'arrêter sur une plaine de lave qui fait une quarantaine de kilomètres carrés, et toute la région est très très sèche. Il y a une seule source qui s'appelle El Moro, et cette source a des graffitis. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des graffitis modernes, c'est l'armée américaine en 1709. Alors elle n'était pas américaine à l'époque, elle était mexicaine, mais la cavalerie a fait des essais à dos de chameaux, parce que les chevaux étaient beaucoup trop fragiles pour supporter des grandes traversées sans eau. Donc on imagine très facilement le mythe de John Wayne qui s'écroule, parce que John Wayne à dos de dromadaire, c'est un peu compliqué à imaginer, mais la présence physique de ces graffitis qui ont plus de 2 siècles est assez impressionnante. On va continuer le long de cette plaine de Pierre-Ponce jusqu'à un village indien, des 19 villages indiens du Nouveau-Mexique, et on va aller à Acoma, Sky City. Vous voyez ce village indien construit en pierre sur une falaise de 200 mètres. On l'appelle aussi le village du prêtre volant. Il y avait la légende dit qu'il y avait un prêtre missionnaire qui passait par là il y a à peu près 1 siècle et demi, et il paraît qu'il aurait essayé de faire copain-copain avec la fille du chef, et que le chef aurait pas aimé, et que des guerriers l'auraient incité à apprendre à voler en le balançant par-dessus bord. Ça n'a pas marché, il a raté son atterrissage, mais on se souvient du village comme la citadelle du prêtre volant. Ensuite, on va continuer sur la plaine de lave, et on va arriver à Albuquerque. Et à 5 km d'Albuquerque, la plaine de lave prend enfin fin, et on va aller voir le parc national de Pétroglyphes, parce que sur la tranche qui fait une trentaine de mètres d'épaisseur de lave, selon certaines expositions, les peuples indiens anciens ont gravé des dizaines et des centaines de pétroglyphes, et on va pouvoir se promener parmi les rochers gravés.
Pour éviter les dégradations, bien sûr, on nous demande de rester sur les chemins balisés, mais ce ne sont pas forcément les pétroglyphes indiens du Xe siècle qui ont la vedette, mais le panneau attention aux serpents à sonnette. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, faut faire attention quand même. On va visiter Albuquerque, on va visiter Santa Fe, de très belles villes avec un thème cow-boy évident, et on va aller voir le parc de Bandelier. Bandelier, on est au bout du monde. On est à 15 km de Los Alamos, où les Américains ont développé la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on est là dans le parc de Bandelier, qui est une faille, une crevasse, on va même pas dire une vallée, qui a été habité à peu près du 9e au 15e siècle. Et les Indiens habitaient dans les grottes. Donc on a de très nombreuses habitations troglodytes que l'on peut visiter si on n'a pas peur de prendre les ascenseurs locaux qui sont les échelles en bois que vous voyez. Il y a aussi un petit village que l'on peut voir sans prendre les échelles. Dans tous les cas, on est en été au Nouveau-Mexique, il y a un soleil pas possible. L'avantage de cette vallée qui est très très étroite, c'est que on a beaucoup d'ombre. Il y a une toute petite rivière qui fait un petit peu d'humidité, qui est bordée de grands arbres qui font plein d'ombre. Donc c'est une halte qui est la bienvenue et on va visiter vraiment ce parc qui est vraiment superbe à visiter parce que les roches érodées forment un paysage très inhabituel qu'on a vraiment plaisir à photographier. Je vous ai parlé tout à l'heure de Taos, donc c'est vraiment un village en adobé, la boue, la paille, on se croit revenu 30 siècles en arrière chez les Égyptiens. Et ces briques de boue et de paille sont remplacées un petit peu tous les étés, puisque là on est à plus de 2500 mètres d'altitude, et tous les hivers, Taos est une station de ski. Donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de chutes de neige qui vont abîmer la boue. Donc il y a les murs qu'il faut refaire quasiment tous les ans, ce qui donne l'impression que le village est neuf en permanence alors qu'il est là depuis le Xe siècle au moins. Et on est vraiment dans un village habité. On peut rentrer dans quelques maisons, pas toutes, parce qu'on est chez les gens, il ne faut pas abuser de leur hospitalité, mais on va voir comment ils vivent au quotidien et c'est vraiment très intéressant. C'est la dernière étape que l'on a au Nouveau-Mexique et on va continuer vers le nord, vers le parc de Great Sand Dunes. Great Sand Dunes, c'est un des plus récents parcs nationaux américains qui a été décrété parc national par Barack Obama juste avant qu'il quitte la présidence. Et là, on va être au pied de montagnes, des montagnes Sangre de Cristo, le sang du Christ, qui culmine à 3200 mètres d'altitude. Donc, sur une photo que j'avais prise au mois de mai, on voit encore qu'il y a un peu de neige en altitude. Mais en bas, on est à 2300 mètres d'altitude et on va faire une petite promenade dans les dunes. Et c'est vraiment très agréable de se promener. Tout le monde est très content, sauf le chauffeur du bus qui va nous maudire parce qu'on va lui ramener 3 kilos de sable dans chaque chaussette. Mais c'est pas grave. Et on aura fait une très très belle balade dans ce mini Sahara et c'est assez dépaysant. On va continuer vers le nord. Et au bout de 1h30, on va arriver dans la région de Colorado Springs, où on va voir le plus grand parc urbain du monde. Vous vous souvenez, on est aux USA, donc c'est toujours le plus grand, le plus quelque chose du monde, évidemment. Alors c'est un parc urbain, c'est beaucoup moins urbain que Central Park à New York. Par contre, c'est beaucoup beaucoup plus grand, puisque cette forêt qui est sur le territoire de la commune de Colorado Springs fait à peu près 8 km sur 5 km. Et c'est une immense forêt de sapins et de genévriers, donc on a une très bonne odeur. Et il y a ces roches rouges qui sont absolument fantastiques, qui s'élancent vers le ciel. C'est un paysage vraiment très surprenant. Et on est tout près, dans les montagnes juste derrière, sont les PC de commandement pour le NORAD, la défense américaine, des choses comme ça. Donc on est dans une région où il y a beaucoup de militaires qui profitent de l'environnement rocheux et de la protection des barrières de pierre pour organiser leur vie de militaire. Et ça tombe bien qu'on parle de militaire parce que
on va aller visiter la chapelle des cadets sur une base, la base de Top Gun. Donc tout le monde se souvient du Top Gun qui a passé à la télé il y a pas longtemps, bah, comme tout le temps en fait. Tom Cruise dans son petit jean serré, les lunettes de soleil. Ok, c'était là que ça se passait en fait. Donc on est à 1 heure au sud de Denver et on est sur une base de formation des cadets, donc des jeunes militaires. On va aller voir le musée de l'aviation. On va également voir cette chapelle qui a une forme, une architecture très particulière qui rappelle le dessin des ailes d'avion. On va voir les différents terrains de sport, il y en a une quinzaine, qui permet de voir les militaires courir en chantant leur chanson un peu bizarre, 1, 2, 3, nous irons au bois, et tout, ou autre chose. Et on ira également voir le petit village de Manitou Springs, où il y a une ancienne mine d'argent, l'eau des 19 sources des environs, et elles ont tout un goût différent, et le guide en général, quand on revient dans le bus après avoir goûté à toute cette eau, explique que les différences de goût sont dues à la teneur différente en arsenic. Et il paraît aussi que c'est très bon pour la digestion, et en tout cas, moi, je l'ai testé plusieurs fois et j'ai toujours envie, donc ça doit bien se passer. On arrive ensuite en direction de Denver, mais juste avant, on va arriver dans un centre commercial absolument gigantesque. Il y a plus de 300 boutiques outlet center, donc boutiques à prix d'usine, qui vont permettre de remplir la valise la veille du retour en France. Donc on a une occasion assez sympathique de finir les courses juste avant de repartir. Donc c'est vraiment un circuit très intéressant en 2 semaines qui permet de Denver à Denver de faire une boucle dans les parcs classiques, mais aussi dans plus d'une dizaine de parcs inconnus, mais vraiment très intéressant, à recommander très fortement à tous ceux qui sont passionnés de photographie ou qui veulent faire un voyage un petit peu différent, mais vraiment contrôlé. Je vais vous parler maintenant des autotours. On a plusieurs autotours dans nos brochures. Alors, on a du très classique, du très très classique. On a dans l'Est américain, on a du Est Canada et USA, on a de la Floride et on a plein d'autotours très classiques dans l'Ouest américain. Mais là, j'ai choisi de vous présenter un autotour très différent qui va être un autotour slow travel, le voyage lent, le truc un peu à la mode. On va partir en vacances comme si c'était pour faire des vacances. Et en 2 semaines, en 13 jours, 11 nuits, on va avoir un itinéraire qui ne comptera que 4 étapes. Donc ça va nous permettre d'avoir un rythme très tranquille pour découvrir le nord de la Californie, qui est un endroit absolument merveilleux. Et comme on va en partie être en altitude, on ne souffrira pas du tout de la chaleur de l'été. Et c'est le moment où, en général, on est en vacances et où on est le plus susceptible de visiter cette région. Donc on arrive à San Francisco. On ne prend pas de voiture tout de suite. On va aller en centre-ville en utilisant le RER local qui s'appelle BART, B-A-R-T. Et en une demi-heure, on va arriver au centre-ville. Notre hôtel est à quelques minutes de la station du RER. Et on va avoir plusieurs nuits à San Francisco. Et inclus, on aura une journée de location de vélo qui nous permettra de traîner en ville avec son vélo, et vous allez comprendre pourquoi c'est la ville des 13 collines. Et on va également pouvoir, avec le vélo, traverser le pont du Golden Gate. Alors moi, je l'ai fait en avril, ça va. Si on y va tranquillou, c'est pas trop compliqué à faire, même si je suis vraiment pas sportif. Mais on sort de là vraiment oxygéné. On a traversé le pont du Golden Gate à plus de 60 mètres au-dessus de l'océan Pacifique. C'est quand même assez fantastique. Il y a une piste spéciale pour les vélos, donc on n'est pas du tout gêné par les voitures. On est en totale sécurité. Et comme ça serait un peu tristounet de refaire le chemin en sens inverse, on a également prévu de revenir avec le vélo à San Francisco sur le quai des pêcheurs, mais avec le ferry depuis Sausalito. Donc on va vraiment pouvoir visiter tranquillement et San Francisco et Sausalito avec le vélo et revenir tranquillement à Fisherman Wharf dans San Francisco en ferry. De là, on va rouler à aller 1h30 vers le nord, vers la vallée de Sonoma. Alors la vallée de Sonoma, c'est la cousine jumelle de Napa Valley, qui est plus connue pour le vin, mais à Sonoma, il y a énormément de vin, mais il y a aussi beaucoup plus de collines, de forêts, il y a des forêts de séquoia, il y a beaucoup plus d'activités à faire à Sonoma qu'à Napa. Il y a des tyroliennes entre les séquoias, il y a des observatoires, on est à 1 heure des plages
Et en été, on peut voir passer, depuis la plage, on peut voir passer les baleines. Donc il y a vraiment de très nombreuses activités, en plus de la visite des caves, et c'est toujours un grand moment. En plus, si on loue un vélo sur place, on est beaucoup plus tranquille qu'en voiture. Donc c'est un moment très très agréable. On va avoir ensuite, allez, 3h30, 4 heures de route, 4 heures de route pour arriver au Lake Tahoe. Lake Tahoe, c'est un lac d'altitude. On est dans les montagnes de la Sierra Nevada. Et jusqu'à fin mai, il va y avoir de la neige en haut des montagnes. Par contre, il y en aura plus, bien sûr, au niveau du lac, qui est à 2300 mètres d'altitude. C'est un très beau lac de montagne. Franchement, frais, baignable en été, mais c'est mieux si on habite le nord, on a plus l'habitude. Et l'eau est extraordinairement transparente. Il y a de très nombreuses activités à faire. Déjà, jusqu'à fin avril, les stations de ski, il y en a 7 autour du lac, sont ouvertes. Mais on peut louer un vélo et il y a une piste cyclable qui fait le tour du lac. On peut faire des balades à pied, c'est absolument extraordinaire. Et il y a de très nombreux ours, donc à partir de mai, on a toutes les chances de voir des ours. Sur le lac, on peut louer des paddleboats, des kayaks. Il y a un bateau à roue à aube qui fait une grande balade qui nous emmène à Emerald Bay, c'est la baie que vous voyez en bas à droite de l'écran, et c'est un endroit absolument merveilleux, abrité de la foule. On se dit mais il faut que je vienne habiter là, c'est pas possible autrement. Et de là, on va avoir 2 heures de route quelques jours plus tard pour aller visiter le parc de Yosemite, d'où on reviendra facilement à San Francisco pour prendre l'avion du retour. Donc c'est un itinéraire qui permet de visiter à fond la région nord de Californie. C'est un nouveau pari qu'on a fait cette année. On s'est dit bon, on va voir si ça fonctionne. Les premières ventes sont plutôt bonnes pour nous. Ça veut dire que ce produit plaît. Et on va avoir on aura les premiers retours des premiers clients fin avril. Mais moi, je l'ai vraiment fait expérimenter en avril et je suis absolument convaincu que ça va être un grand succès pour le rythme qui permet de prendre son temps, de découvrir à fond et de pas tout le temps être en train de courir. C'est vraiment une différence par rapport à tous les autres produits que l'on présente, qui sont moins originaux et qui fonctionnent très très bien également. J'ai terminé ma présentation. Je vais être disponible pour plein de questions. Je vous rappelle que vous avez une promo spéciale à voir avec votre agence de voyage jusqu'au 27 février, une réduction de 5% pour certains itinéraires. Et maintenant, Maxime, je te redonne la parole et à vous les questions. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Alors, je suis là. Alors, bouge pas. Merci beaucoup, Rémi. Très, très belle présentation. Très belle présentation. Je suis là. Donc, très belle présentation. Merci. Donc, oui, donc voilà, n'oubliez pas, donc jusqu'au 27 février, donc une réduction de 5% sous condition sur un certain nombre d'itinéraires. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est exactement ça, oui. D'accord. Alors, j'ai vu passer quelques questions. Donc voilà, on va les parcourir également. Donc voilà. Bien sûr. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser donc des questions. Donc Rémi est là pour ça. Donc alors, quelles questions j'ai vu passer? Je vais regarder ça puisque je suis sur 3 écrans en même temps, donc 3 plateformes. Donc voilà. Oui. Alors. En attendant, je vais vous parler des formalités pour aller aux États-Unis. Votre agence de voyage vous aidera bien sûr là-dessus, mais en fait c'est très très simple. Il suffit d'avoir un passeport en cours de validité et pas plus long. Juste 6 mois si vous faites une extension aux Bahamas, mais sinon un passeport en cours de validité et le STA qui est une formalité à faire sur Internet, qui coûte $14 par personne et qui, je connais personne qui l'ait pas eu. Il faut juste vérifier que depuis 2003, vous ne soyez pas allé dans un des pays de l'axe du mal, Iran, Irak, Libye, etc. Mais c'est quand même assez rare. Et si vous faites un autotour, un permis de conduire français, B, normal, fonctionne. Et une carte de crédit internationale, n'importe laquelle, fonctionne également. Ok. Donc justement, il y avait une question dans le chat justement. Il y avait une question quant aux formalités. Donc tu as répondu déjà, c'est parfait. Alors j'ai une question donc de Didier qui demande, vous savez quel est le coût de ce baptême en hélico? Parce qu'au début tu as parlé d'un baptême en hélicoptère, d'une balade en hélicoptère d'une demi-heure. Donc Didier demande le coût de la balade en fait.
Oui, absolument. Alors, quand on est à Grand Canyon, le survol en hélico est à peu près à 195 $ par personne pour le tour de 25 minutes. Il existe un autre tour à 275 $ qui fait 43-45 minutes. Franchement, le tour court est largement suffisant. D'accord. Et moi, je l'ai fait que 37 fois, donc je le connais bien. J'imagine que ouais, j'imagine que ça vaut le détour. C'est bien préférable. C'est un budget, mais c'est vraiment préférable aux 90 $ que va coûter le baptême d'hélicoptère à Las Vegas, parce qu'à Las Vegas, il ne dure que 8 à 12 minutes. Et le rapport qualité-prix est moins fantastique et le paysage est moins fun. Grand Canyon en hélicoptère, c'est juste gigantesque. On voit la taille démesurée du canyon, c'est absolument époustouflant. Ok, parfait. Alors, j'ai Agnès qui demande mouflon. Alors, oui, moi, c'est vrai que tu as parlé de mouflon au moment, donc je pense qu'Agnès se demandait ce que c'était un mouflon. Alors, c'est une chèvre avec des très grosses cornes sur la tête. D'accord. Des très grosses cornes torsadées. En américain, c'est les mountain goats. Ok, d'accord. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai Jeanne qui demande, un moment, tu as parlé d'arsenic, un moment d'eau en arsenic, et elle demandait un arsenic avec plein de points Oui. d'interrogation. Donc ouais, si tu pouvais, c'est que c'est ça. Alors, on était à Manitou Springs. On est juste avant d'arriver à Denver, dans le canyon de l'Ouest. On est à côté du Garden of the Gods, la forêt de genévrier et de sapins où il y a des roches rouges pointues qui s'élancent vers le ciel, juste après la visite de la base de l'US Air Force. Et il y a une ville minière. Et il y a beaucoup de minéraux dans cette région. Et il y a des sources naturelles. Et dans ces sources, il y a une concentration inhabituellement élevée d'arsenic, qui est un poison mortel à une certaine concentration. Là, on est très loin de cette concentration mortelle. Et en fait, un petit peu d'arsenic, apparemment, ferait très bien digérer. Après, je ne suis pas docteur, mais comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser, mais quitte à abuser de quelque chose, ce serait plutôt de mon côté un cabernet franc. Mais bon, chacun son truc. D'accord. Alors j'ai encore deux, trois questions là qui viennent d'arriver. Donc puis-je partir avec des enfants? Donc je pense qu'on demande justement est-ce que donc ces circuits sont justement adaptés à des enfants. Alors je sais pas, il n'y a pas d'âge précisé, mais bon, si tu pouvais revenir justement en fonction de petits enfants, d'enfants un peu moins petits, de jeunes ados. Absolument. Bah, moi, je suis papa et cet été, j'ai fait un très long autotour dans l'Ouest américain avec des enfants de 12 et 16 ans, donc c'est plus des petits enfants et ça s'est super bien passé. La première fois que je les ai emmenés en Floride, ils avaient 4 et 8 ans. Dans les circuits accompagnés, on prend les enfants à partir de 5 ans. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient et totalement autonomes au niveau de la marche et capables d'un peu de raisonnement où on leur dit ok, tu t'assois là et tu regardes par la fenêtre. Donc à partir de 5 ans pour tous les circuits accompagnés. Après, les circuits accompagnés trop longs ou trop thématiques risqueraient de les lasser. Mais si on fait, c'est toujours une très bonne idée de faire un circuit, par exemple, court dans l'Ouest américain avec une extension à New York, ou pour un premier voyage avec les enfants, un petit circuit Floride qui dure une semaine, et on le complète avec une extension croisière aux Bahamas, ce qui permet de changer un petit peu le rythme. Et avec les enfants, l'important c'est de changer souvent le rythme. Donc on est très bien pour des enfants. On visite Miami, ils s'en fichent un peu. On va voir les fusées de Cap Canaveral, les installations de la NASA, ça va les passionner. On arrive chez Mickey, il n'y a pas moyen de les rendre plus heureux. On fait un petit tour à la plage du côté de Naples. Bon, la visite des maisons de Edison et Ford, des inventeurs, ils s'en fichent un petit peu, mais la plage et les coquillages et souvent les dauphins qu'on voit au loin vont les intéresser. Il y a un tour pour voir les crocodiles des Everglades et après on fait la croisière. Trop bien. Là, on peut être champion du monde. Pour les autotours, il n'y a pas de limite. Si les enfants sont trop petits, la location d'un réhausseur ou d'un siège bébé est obligatoire. C'est à peu près 7,99 $ par jour de mémoire. Et il n'y a pas vraiment de problème. Après, il ne faut pas oublier que c'est des vacances, y compris pour les parents. Et si on part en vacances que pour s'occuper des enfants, on risque de passer aussi à côté d'un moment important pour les parents. Donc moi, l'option grands-parents, j'avoue que j'y ai recours assez souvent.
mais on a un autotour qui s'appelle l'Ouest en famille, qui a la particularité de passer plusieurs nuits au même endroit, ce qui permet aux parents de se poser et d'organiser un petit peu les visites en fonction de la météo et la météo dans la tête des enfants. Des fois, ils veulent pas. Et puis, on n'a pas le choix. Donc, on a beaucoup plus de flexibilité à rester au même endroit plusieurs nuits. Même si cet autotour est acheté à 80% par des couples, il est parfaitement adapté à des familles. D'accord, parfait. Merci beaucoup de cette réponse précise. Donc, encore deux questions Oui. pour le moment. Donc, ouais, donc, je suppose, avons-nous des guides français? Je suppose que oui. Alors, ils sont tous francophones. Ils sont Francophones. rarement français parce que D'accord. chez TVI, on fait très très attention à respecter la légalité, toute la légalité. Et Dieu sait si aux USA, ils sont pas spécialement dans la déconne. Donc, on doit avoir des gens qui sont autorisés à travailler légalement sur le territoire américain. D'accord. Il y a quelques Français qui ont leur permis de travail, mais généralement, ce sont des Américains ou des binationaux qui ont soit la nationalité américaine, soit une double nationalité, qui ont le droit d'accompagner nos voyages, et ce sont des guides professionnels. C'est pas des étudiants, des copains, des machins. Ce sont des guides certifiés qui ont une carte de guide, une licence de guide, qui ont l'autorisation de faire les visites dans les villes. Et ce sont vraiment des professionnels dont c'est le métier à temps plein. D'accord, parfait. Et ils sont tous parfaitement francophones. Ok, parfait. Alors, j'ai Valérie qui demande, alors une question un peu plus spécifique. Les parcs sont-ils ouverts en ce moment avec le shutdown? Oui, absolument. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même une source de revenus absolument énorme pour les États. Donc, comme d'habitude, l'Utah en premier, parce qu'ils ont l'habitude, et c'est là où il y a les plus beaux parcs, comme Bryce Canyon, Zion, etc., Monument Valley. Eux, ils payent les rangers sur le budget de l'État et ils se font rembourser ensuite par le Trésor fédéral. La Californie a fait la même chose une semaine plus tard. Donc, en ce moment, il n'y a pas de parc fermé. Il peut y avoir des parcs où il n'y a pas tous les services habituels. Par exemple, à Grand Canyon, pendant 3 jours, les toilettes étaient fermées. C'était pas très très pratique. Mais à part ce détail trivial qui a joué pendant une semaine en janvier, qui est le moment où il y a le moins de voyageurs, on est vraiment tout à fait tranquille et tout est revenu dans l'ordre très rapidement. Donc là, tous les parcs sont ouverts, oui, absolument. Et d'ici le mois d'avril, quand va commencer vraiment la saison des circuits accompagnés, ça sera rentré dans l'ordre depuis très longtemps. Ça sera, on n'y pensera même plus. Le shutdown, c'est pas un drame en soi. Ça tient tous les ans maintenant. Notre copain Trump, qui est le meilleur ambassadeur puisqu'on parle de lui tous les jours, fait le shutdown pour qu'on lui construise son mur. Mais en fait, c'était déjà arrivé dans des administrations précédentes et c'est pas un vrai gros souci. C'est juste un détail technique de leur constitution qui dit que tant que le budget n'est pas voté, on dépense pas de sous. C'est presque de la mesure de bon sens. Mais on voudrait qu'ils continuent les services. Donc les services vitaux comme le contrôle aérien pour les avions est maintenu, ça c'est une obligation. Mais tout ce qui est considéré comme secondaire, comme le tourisme, même si ça représente presque un emploi sur 9 aux États-Unis, est temporairement non payé, mais ils sont remboursés ensuite et tous les États ont trouvé la parade maintenant. Donc ils avancent l'argent et ils se font rembourser 2 mois plus tard quand l'administration a fini ces trucs de sénateurs. D'accord, donc très précis. Donc il reste donc j'ai deux questions. Il reste deux questions. Donc Oui. alors, une question aussi pareil un peu spécifique. Donc justement, c'est donc faites-vous aussi des circuits USA-Canada, donc des combinés en fait. Oui, absolument. On a plusieurs circuits USA-Canada à l'est comme à l'ouest. Donc, on a des circuits qui font aussi bien New York que Québec, Montréal et les chutes du Niagara. On a des circuits qui font Vancouver, Seattle, Yellowstone, Jasper, Banff, en passant par Calgary, etc. Donc, on a des deux côtés des circuits combinés. On les appelle en termes techniques internes des transborders, des passages de la frontière. Et c'est très simple. Si on commence au Canada, il faut avoir le AVE, c'est l'équivalent canadien de l'ESTA, qui coûte un petit peu moins cher, c'est moins de $10. Et quand on passe la frontière par voie terrestre, il n'y a pas besoin d'avoir l'autre
le permis de visite de l'autre pays. Donc, si on a le STA, on n'a pas besoin d'avoir la VE. Si on a la VE, on n'a pas besoin d'avoir le STA. Mais il faut avoir le document du pays où l'on commence le voyage. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, j'ai Valérie qui pose une autre question. Donc, alors, avez-vous des circuits en moto, Harley et ou en camping-car? Alors, non et non. On n'a pas de circuit en moto et on n'a pas du tout de circuit en camping-car. Pour moi, c'est antinomique avec l'idée d'un circuit parce que camping-car et moto dans ma tête riment avec liberté. Par contre, notre service sur mesure qui est basé à Lyon peut répondre à ces demandes de cotation particulières. On a des accords avec plusieurs loueurs de camping-car et avec un loueur de moto qui a des Harley-Davidson, mais il faut réserver assez vite parce qu'il n'a pas que des Harley-Davidson. Et un fanatique qui s'y prendrait au mois d'avril, par exemple, il n'y a plus de Harley-Davidson en avril, il aurait une Honda Goldwing quelque chose, un gros monstre très confortable, qui roule bien en toute sécurité et tout, mais ça serait plus une Harley-Davidson qui est la moto mythique que veulent tous les touristes et c'est tellement naturel. Par contre, pour les gens qui veulent faire de la moto mais qui n'ont pas forcément envie de faire tout un voyage en moto parce que c'est un peu casse-pied pour les bagages, il y a des trucs. Par exemple, Harley-Davidson a des boutiques de location un peu partout sur le territoire. Et quand on est, par exemple, à Flagstaff, on peut aller voir Joyce, qui est la propriétaire de la boutique Harley-Davidson à Flagstaff, à 1h30 au sud de Grand Canyon, et on peut lui louer une moto pour la journée. D'accord. Et on peut se faire une journée Grand Canyon en Harley-Davidson. Et on laisse la bagnole au garage. Et ok, on a payé en double la voiture, mais ça fait que $50, c'est pas dramatique. Mais par contre, on s'est fait un gros plaisir sur une superbe route à travers la forêt. On va arriver à Grand Canyon avec le chapeau en podcaster et tout, ça va être trop bien. Donc Valérie, une autre question de Valérie. Donc, je pense que ce sera la dernière. Pour l'instant, je pense que c'est la dernière. Donc, Valérie pose une question à propos donc de la pension des circuits. Est-ce que c'est en pension complète, demi-pension ou petit déjeuner? Alors, c'est jamais en petit déjeuner. C'est soit demi-pension, soit pension complète, et c'est très clairement marqué. Alors, dans la brochure Circuit T8, il y a une, je sais pas si vous voyez encore l'écran. Attendez, je vais essayer de revenir. Souvenez-vous la bulle que je vous ai montrée pour le prix tout à l'heure. Il y a marqué prix à partir de, et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, il y a le détail de la pension. Et à chaque fois, c'est clairement marqué. Chez TUI, on est peut-être pas toujours dans la poésie, mais il y a toujours marqué très clairement les choses. On a sur chaque page, on écrit le prix qu'on prend, le pas, un petit conseil. Donc là, vous voyez sur la dernière ligne, pension complète. Après, je mets en pension complète, mais comme je suis de Marseille, je délège un petit peu. Des fois, c'est pension complète, moins 2 ou 3 marqué dans le prix qu'on prend, le prix ne comprend pas. Parfait. Donc, parfois, c'est en demi-pension. Mais c'est très clairement marqué toujours. D'accord. Donc, voilà, là, pour l'instant, je vois plus de questions. On va attendre juste 10-15 secondes parce que comme j'ai du retard par rapport aux différentes plateformes, 15 secondes. Et ça me laisse l'occasion justement de rappeler aux personnes qui nous écoutent ce soir justement qu'elles n'hésitent pas donc à se rendre dans une agence Univers-Mer. Donc on va partager dans les commentaires justement le lien pour trouver votre agence. Et également, donc si vous appelez votre agence Univers-Mer, l'agence qui est proche de chez vous, n'hésitez pas à demander s'il y a coach voyage à proximité. Donc les coachs voyage, on en parle beaucoup en ce moment. C'est des personnes qui vous appellent, qui prennent rendez-vous avec vous justement pour se rendre à votre domicile et organiser le voyage sur le lieu de votre choix. Donc, je sais pas, au restaurant du coin, à domicile, sur votre lieu de travail. N'hésitez pas à demander. On a donc une vingtaine de personnes, un peu plus que ça, même de toute la France. Donc, n'hésitez pas, en appelant votre agence Univers-Mer, à demander s'il y a un coach voyage. Donc voilà, juste, on va partager donc le lien, donc les différents liens donc dans les commentaires. Donc voilà, j'ai juste une question qui est apparue. Donc, ouais, c'est une question, je pense que tu as déjà répondu à ta présentation, mais c'est peut-être quelqu'un qui nous a rejoint en cours de route. C'est donc, que faites-vous des circuits à Las Vegas? Oui. Alors, tous nos circuits de l'Ouest américain passent à Las Vegas, 1 ou 2 nuits selon la durée du circuit. Moi, je recommande 2 nuits
parce que en une soirée, on n'a pas du tout le temps de voir tout Las Vegas et c'est mieux de voir Las Vegas en soirée parce que la majorité de nos clients viennent en été et on est en plein cœur du désert. Il fait une chaleur, je veux pas dire à crever parce qu'on souhaite à personne, mais il fait une chaleur de four. Donc c'est agréable de se promener la nuit. Il ne fait que 28 ou 25 degrés. Euh, que c'est ça. Et on va pouvoir profiter vraiment en ville, alors que si on n'a qu'une seule soirée, on va hésiter entre un repas, un spectacle, visiter les autres. On risque d'être un petit peu frustré de ne pas avoir eu assez de temps. Ok, parfait. Donc, je n'ai pas de questions. Donc, Sophia a partagé dans les commentaires le lien vers le site Univermer et vers le site donc Coach Voyage Univermer. Et nous, je pense que on va se quitter là. En tout cas, Rémi, je te remercie beaucoup d'avoir été là ce soir donc, pour partager ton amour donc, des USA. Merci beaucoup. Ah bah, c'était un très grand plaisir de partager avec vous et j'étais enchanté de cette invitation et je vous remercie beaucoup. D'accord. Donc, merci Rémi et merci à toutes et à tous qui nous ont suivis en direct. Et je vous souhaite donc une très belle soirée et de très beaux voyages avec TUI et Univermer, bien sûr. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.